Symbiosie, un livre pas comme les autres. Les trois quarts des gens pensent que je suis en train de me lancer dans quelque chose de bien futile et inutile au quotidien. Mais lorsque j'y regarde de plus près, je vois une sorte d'émulation autour du chemin qui me mène à vous directement. Bien oui, je m'aperçois que les rênes de mon cheval sont tenues par la même main qui avant ne savait ni comment les appréhender et encore moins les rediriger vers une autre destinée que celle promise par la parentalité fébrile du quotidien, si lancinant de bonheur tronqué et autres parodies de paix à l'insoupçonné lendemain sans lendemain. Bref, je me donne aujourd'hui encore une fois le droit, et bien sûr le bonheur non dénué de paix, pour vous faire entendre ce qui pour moi rime avec paix. Un passage de bonne facture, j'ose espérer, de mon ouvrage Symbiosie. Il s'agit aujourd'hui d'Alfred, le maire de notre bourgade, peu habitué aux bizarreries encore du monde si transhumain qui l'entoure pourtant déjà de toutes parts. Nous allons ainsi en découvrir un deuxième passage pour la semaine prochaine, évoquer ce qui pourrait bien mettre un terme au calme de la vertueuse Symbiosie, si on en croit son maire. Monsieur le maire. Je peux te dire, Otis, que j'ai passé quelques nuits blanches à réfléchir au meilleur moyen de commencer mon récit pour qu'il ne soit ni trop compliqué, ni trop simpliste, ni trop abstrait. Après une surchauffe cérébrale intense, j'ai enfin réussi à me décider. Et ainsi, je choisis de débuter notre longue aventure dans ce monde des gardiens par aujourd'hui et maintenant, avec le magistrat le plus important de la contrée, ce cher Alfred. Tout d'abord, commençons par ce petit questionnement. Qu'est-ce qu'une illusion ? Un rêve ? Une interprétation de la réalité erronée ? Ou peut-être les deux ? Je vais te rapporter l'expérience intéressante que vécut Alfred Ambrage, le prénom et le nom de famille officiel de Monsieur le maire, où songe et réalité se mêlèrent d'une manière surprenante. En ce merveilleux jour de printemps, une resplendissante fleur de nénuphar géant venait d'éclore dans la mare centrale de Florapidum. Je croyais que l'histoire se passait ici et maintenant, à Symbiosie, coupa Otis d'un air interrogatif. Sois donc patient et écoute la suite avant de poser des questions. Sinon, nous n'y arriverons jamais, rétorqua Aldéric devant l'éternelle impatience du jeune homme. Le gardien de l'histoire, d'un air décontracté, recommença son récit. Comme je l'ai dit auparavant, en ce merveilleux jour de printemps, une resplendissante fleur de nénuphar géant venait d'éclore dans la mare centrale de Florapidum. Les parois de verre des buildings formaient un écran géant sur lequel était projeté le paria et sa bien-aimée, un grand classique du spectacle animé. Des spectateurs de tous les âges avaient pris place sur des barges flottantes, éclairées par des lanternes, voguant sur la mare tout en admirant ce spectacle venu d'un autre temps. Côté est du parc, non loin de là, face au grand building, se trouvait la réserve de Dinosaurus, très prisée des enfants. Les soirs de pleine lune, le parc animalier restait ouvert au public, permettant aux visiteurs d'apercevoir Gileas, le loup-garou, un des derniers au monde sur lequel veillait un brachiosaure cloné. Alfred observait la cité du dernier étage depuis son balcon suspendu au fronton de l'hôtel de ville. En tant que maire de Florapidum, il désirait en admirer la vie citadine du haut de son promontoire. Il voulait tant valoriser le patrimoine historique et non préhistorique ou encore fantasmagorique de sa cité. Il se présentait comme une personne terre à terre et on ne peut plus cartésienne. En cette année d'élection, Alfred avait demandé au conseil municipal ainsi qu'à ses administrés
de soumettre des projets en ce sens. Madame Cory, une des plus anciennes locataires de la maison de repos municipale, la jolie passerelle en titanium, proposait de reconstruire des nids de cigognes sur des poteaux électriques abandonnés. Cela nous changera des raptors, gros, bruyants et empotés, rajouta-t-elle dans son courriel. En post-scriptum, elle spécifiait être joignable, et cela à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, à l'adresse suivante. Cory pour toujours et partout @up-passerelleentitanium.org. Pour partager leurs idées, les concitoyens de Florapidum organisèrent une gigantesque fête de la cité, avec au menu des aubergines issues de l'agriculture biologique de la ferme au Lion, bien qu'aucune idée révolutionnaire ne fit irruption, à part celle de rendre obligatoire le port du casque vermillon pour traverser la route, afin d'être visible de loin par les chauffards. Ces festivités permettaient au moins à tout un chacun de se créer de nouvelles amitiés. Amitiés, pour certaines durables, et d'autres plus compromises. Néanmoins, un membre de l'opposition faisait justement remarquer, lors du dernier conseil municipal, qu'il serait peu judicieux d'investir dans de nouveaux projets, comme la valorisation du patrimoine, alors que la piste d'atterrissage pour vaisseaux spatiaux n'était pas encore achevée et les surcoûts déjà nombreux. Il est vrai qu'à Florapidum, toutes sortes de phénomènes devenaient possibles. Prenons pour exemple le mois dernier, le cas d'une météorite géante qui s'était abattue sur la verrière du funérarium, laissant pantois le croque-mort, pourtant peu enclin à se laisser déstabiliser. Le pilote de la météorite fut des plus surprenants et extravagants. Il s'agissait de M. Houlou, de la planète Lunès, et plus précisément de la ville de Crio, dont il est le maire, et avec laquelle Florapidum était jumelé. Notre ami extraterrestre avait sans doute abusé du jus de cervoise, et de ce fait s'était trompé de quelques degrés pour son atterrissage. Monsieur le maire et monsieur Houlou réussirent à trouver, après mûre réflexion, une idée pour développer le fameux patrimoine historique de leurs deux cités respectives. Un livre sera publié en collaboration avec les concitoyens des deux planètes. Ce dernier mêlera photographies anciennes et récits épiques retraçant la vie des artisans locaux et des héros en tout genre. Le seul mystère insoluble qui planait à Florapidum provenait de la forêt impénétrable, juste derrière la ville, au pied de la montagne. Parfois, des bruits étranges se laissaient entendre la nuit, voire quelques rares fois en journée, et de plus en plus fort. Bip, 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 bip. Monsieur le maire, Alfred Ambrage, se réveilla, l'alarme stridente de son radio-réveil résonnant dans toute la chambre. Une musique rétro-pop prit rapidement le relais de l'alarme assourdissante. Alfred pensait reconnaître une symphonie batailleuse, entre une harpe elfique et un tromblon des montagnes. Voilà un rêve bien étrange et fantastique, se disait-il en se levant l'air hébété et ses quelques cheveux en bataille. Vivement le prochain. Comme d'habitude, il enfila vite fait son costume 3 pièces et sa chemise blanche en ajustant approximativement sa cravate bariolée. Il se rendait ensuite dans la cuisine et avalait au lance-pierre son petit déjeuner, préparé amoureusement par son épouse, déjà partie sur son lieu de travail. Ce qui expliquait le café tiède et les toasts froids. Mais ce cher Alfred n'osait pas émettre la moindre critique concernant son épouse, dont les petites attentions lui embellissaient le quotidien et le rassuraient, dans son estime personnelle d'homme aimé. Une fois ses dents brossées, il enfilait son manteau de laine noire, car l'atmosphère était encore bien fraîche en cette matinée printanière. Puis, il se mit en route pour la mairie, qui se trouvait à 300 mètres de son domicile, porte à porte. Sur le chemin, Alfred repensait à son rêve, se demandant comment valoriser ce songe et surtout s'il y avait quelque chose à y comprendre. « J'hésite
entre une bande dessinée et un film d'animation. Bref, je verrai bien ce soir, si je m'en souviens encore, à moins que je ne sois toujours pas réveillé. Dans le doute, il se pinçait le bras et le dos de la main à multiples reprises sur son trajet, pour s'assurer qu'il ne dormait plus. Arrivé à l'hôtel de ville, Alfred s'installait à son bureau, au dernier étage de l'édifice. Il aimait saluer sa ville le matin, depuis son balcon, et appréciait la vue plongeante sur le parc fleuri, très coloré en cette saison. Le parc floral était entretenu avec passion par le jardinier en chef du jardin botanique, qui se trouvait à l'autre extrémité. La verrière antique, qui abritait la serre exotique, émergeait d'entre les fleurs, les arbustes et les arbres centenaires, donnant un air féerique à l'ensemble. Bon, quelles sont les missions du jour ? Se demandait Alfred en quittant son promontoire pour rejoindre son imposant bureau, marqueté de bois de rose palissandre. Il se posa sur le velours fleuri de son siège, au cadre cintré et aux pieds galbés. Puis, en un instant, il eut la certitude d'être bien réveillé. C'était la première fois qu'il se sentait rassuré et apaisé devant la pile de dossiers assignés sur son bureau. Alfred, comme tous les jours, prit machinalement son agenda et l'ouvrit, sa couverture rouge correspondant tout à fait à la hauteur et à l'importance de son travail. Sa secrétaire, Mina, se chargeait de tous les détails, et dans 10 minutes, il devrait se mettre en route pour inaugurer la nouvelle maison des anciens de la cité. Le maire ajusta son veston et sa cravate, but quelques gorgées de minéral pour préparer sa voix et se dirigea vers sa collaboratrice, tout en l'interpellant. « Mina, Mina !» hurlait-il depuis son bureau. « C'est quoi déjà le nom de la maison de repos ou des anciens ? Je n'arrive pas à m'en souvenir, alors que je dois couper le ruban aux couleurs de symbiosie, rouge, blanc, rose et vert, pour l'inaugurer. » Au fait, Otis, n'as-tu jamais appris la signification des couleurs de la contrée ? En réalité, je ne me souviens plus trop si j'en ai étudié l'origine. De toute manière, même si tel était le cas, je ne m'en souviens absolument plus, signifiait-il, assez perplexe devant sa propre ignorance. J'en profite donc pour faire un aparté concernant les couleurs de la ville et leur teneur. Le rouge représente l'ardeur des habitants, le danger de l'ignorance et la lave du volcan, créateur de notre terre argentée. Le blanc fait référence à la pureté de l'esprit des bienfaiteurs ayant contribué à l'équilibre de symbiosie. Le rose symbolise le but ultime du bonheur total auquel aspirerait chaque symbiosien. Le vert nous renvoie à la nature, aux légendes fondatrices de l'ossature de la contrée, ainsi qu'à l'espoir. Les 4 couleurs avaient été choisies par un des premiers conseils municipaux de la ville il y a fort longtemps, mais bien après la création du Conseil des gardiens. Mais ne t'inquiète pas, je reviendrai sur ce pan de l'histoire un peu plus tard, si tu le veux bien. Je vais reprendre à présent au moment où Alfred s'interrogeait sur la dénomination de la nouvelle maison de retraite qu'il s'apprêtait à inaugurer. Ainsi, Mina, dans un soupir d'agacement, lui répétait pour la énième fois que le nom n'était pas encore connu. Elle lui réexpliquait que les futurs résidents, dont l'installation était prévue la semaine suivante, lui remettraient l'enveloppe contenant la désignation future de l'établissement sur place. Il devra le dévoiler lors de la cérémonie du coupé de ruban. Alfred aura de ce fait la primeur de révéler le mystérieux nom de cet édifice du futur pour les anciens de la contrée, et parfois d'ailleurs. Monsieur le maire, fin prêt, sortit de son bureau et descendit 2 par 2 les marches de l'escalier en marbre qui menait au hall d'entrée. Il était déjà en retard, et pourtant, la journée venait seulement de débuter. Il faisait néanmoins attention de ne pas tomber, car, le mois dernier, une des employées,
responsable des permis de conduire, avait chuté en glissant de la 5e marche. Il traversa le hall, plus que centenaire, en saluant d'un sourire crispé et d'un grand signe de la main ses collaborateurs et ses administrés. En quittant le bâtiment, devant l'entrée de style art décoratif et haute de près de 4 mètres, l'attendait Marius, son chauffeur et partenaire de Clof. Je digresse à nouveau un instant pour t'expliquer les règles du Clof avec lesquelles tu n'es peut-être pas familier. Otis, dis-moi si je me trompe. Le Clof, vaguement entendu parler. Mais comme ce n'est pas un sport de glisse, je ne me suis jamais vraiment penché sur le sujet, confirmait Otis, en essuyant les miettes qui s'accrochaient encore après son maillot. Alors voilà. Le Clof est une contraction de cavalier lanceur d'outre avec fronde, un sport créé à Simuierzy et intrinsèque à son histoire. Le jeu oppose 2 équipes de 2 cavaliers. Le jeu nécessite une outre, une sorte de balle en panse de sanglier remplie de sable, pesant 1592 grammes pour une circonférence de 7 cm. Le jeu nécessite une fronde en cuir de brebis et adaptée à la taille de l'outre, ainsi qu'à la dextérité du cavalier. Le jeu se déroule dans un hippodrome mesurant 500 mètres de long pour 150 mètres de large. Celui de Simuierzy a été érigé par les elfes noirs, les hommes de pierre et les humains de la contrée, l'édifice ayant été construit dans le but de mettre un terme aux conflits armés entre elfes noirs et humains. Ah, c'est à ça que sert la vieille arène. En y repensant, je crois que je n'y ai jamais mis les pieds, remarquait Otis. Aldéric le dévisageait d'un air étonné. Il réfléchissait au fait qu'il aurait quand même pu emmener son petit-fils assister à une partie de Clof. Voilà une erreur de ma part, pensait-il avec regret, avant de poursuivre ses explications. Chaque équipe joue à tour de rôle. Les 2 coéquipiers doivent se passer l'outre en utilisant leur fronde. Le but du jeu étant d'emporter l'outre jusqu'au bout de la piste sans la laisser tomber et atteindre la cible. 4 passes sont requises et chaque touche au sol donne lieu à un point de pénalité. La piste, dans sa longueur, est délimitée en 5 parties, tous les 100 mètres. Le cavalier doit passer l'outre à son coéquipier sous peine de pénalité. La cible, 2 poteaux, maintiennent à l'aide de cordes un rondin en bois tendre, de l'aulne en général, de 40 cm de diamètre. Si la cible est atteinte, une cloche en bronze retentit. Une partie de Clof se déroule en 4 manches, comprenant chacune un aller-retour de la piste. Une manche sur la terre battue, sans obstacle. Une manche en forêt, avec des obstacles d'eau et des haies à franchir. Une manche en montagne, avec précipices et rochers à gravir. Une manche sur du sable blanc, parsemé de dunes. À chaque changement de manche, le mécanisme élaboré sous l'arène se met en branle pour laisser apparaître des forêts sauvages, des montagnes aux pics enneigés et une plage balayée par les vents marins. Mulen, le prédécesseur de Deren, le gardien des songes et actuel maître des illusions, a contribué activement à la création de ces mondes artificiels. Ce dernier a envoûté les squelettes et les ossatures de bois et de fer afin qu'ils prennent vie dès leur entrée dans l'arène. Les cavaliers se trouvent de part et d'autre de la piste, séparés par une délimitation relative au terrain, un muret, une haie, un ravin ou de l'eau. L'équipe gagnante est celle qui aura atteint le plus de cibles avec le moins de touches au sol. Si égalité, l'équipe la plus rapide à atteindre les cibles sera déclarée vainqueur. Des parties furent engagées entre Simuiosiens et elfes noirs pour régler de nombreux conflits et querelles. Les elfes noirs étaient des cavaliers agiles sur leurs perles noires, des destriers à la robe noire aussi profonde que la chevelure de leurs cavaliers. Ils faisaient preuve d'une dextérité sans faille, laissant ainsi bien peu de chance aux Simuiosiens. Mais
La bienveillance d'Adri, le roi des elfes noirs, permit à l'époque de négocier bien des accords par ce billet. Quant aux hommes de pierre, qui, beaucoup trop lourds, ne pouvaient bien sûr pas concourir, envoyaient de temps en temps un représentant de leur peuple qui descendait de la montagne pour assister aux joutes afin de se tenir informés des conflits en cours. Cette période de compétition entre humains et elfes noirs est révolue depuis un certain temps, la tragédie du lac Campbell ayant malheureusement mis fin aux liens nous unissant. Mais le cloth est resté dans la tradition de la contrée et compte quelques fidèles licenciés. Simiosi doit compter de bons cavaliers alors, constatait Otis, émerveillé par la magie qui entourait ce sport. Tu ne crois pas si bien dire. Nous sommes la cité qui compte le plus de chevaux par habitant au sein des 4 terres, précisait le vieil homme très au fait des statistiques en tout genre. Après cet intermède sportif, je vais poursuivre la folle journée d'Alfred, notre mère bien-aimée, et reprendre le cours de mon récit. Alfred saluait Marius, son chauffeur, en même temps qu'il s'engouffrait dans la luxueuse berline noire en provenance directe des immenses usines automobiles de Goethite. L'engin filait à toute vitesse en direction du nord-ouest, vers la nouvelle maison des anciens, non sans griller 2 ou 3 feux rouges devant le regard médusé et furieux des concitoyens. « Marius, les élections ont lieu cette année. Il faudrait respecter le code de la route au minimum, » soupirait Alfred. La berline noire atteignit la résidence pour personnes âgées et bifurqua en direction du parking du nouvel édifice. Marius, ne trouvons pas de place et ne voulons pas que son passager de première importance n'ait trop à marcher, se gara sur un emplacement réservé aux véhicules d'urgence. « Marius !» s'écria monsieur le maire. Ce dernier répondit placidement que le bâtiment était encore inhabité, donc pas besoin d'accès ambulance. Alfred soupira à nouveau, sortit de la voiture, boutonna son manteau noir et se dirigea vers le long ruban rouge, blanc, rose et vert qui se trouvait à 50 mètres de lui. Le bout de tissu était maintenu à droite par le plus jeune futur résident et à gauche par le plus vieux, le ruban étant fixé à l'accoudoir de son fauteuil roulant électrique aux roues rétractables permettant de survoler les marches et autres éventuels obstacles. Le directeur de l'établissement, le représentant des résidents, le shérif et son adjoint William, ainsi que tout le gratin local dont le chef de l'opposition était présent. Une petite dame aux cheveux blancs montés en chignon, vêtue d'une robe bleu marine piquée d'une broche en forme de cigogne et chaussant des ballerines blanches à petits nœuds, lui remit la fameuse enveloppe. « Merci, madame, » répondit poliment monsieur le maire. « Cory, appelez-moi Cory, tout simplement, monsieur le maire. Toujours prête à servir la communauté, de jour comme de nuit, » précisa la vieille mais dynamique dame. « Oui, merci. Est-ce que nous nous connaissons ?» demanda Alfred, intrigué. « Je ne crois pas vous avoir rencontré auparavant, monsieur le maire, » assura-t-elle. « Je dois sûrement confondre. Veuillez m'excuser. » Alfred se racla la gorge et entama son discours, tout en jetant un coup d'œil à Cory en cherchant d'où il pouvait bien connaître ce prénom. Dans son allocution, il n'oublia pas de remercier toutes les personnes présentes, généreux donateurs, constructeurs, électeurs et futurs résidents ainsi que leurs familles. Vint enfin le moment tant attendu de lever le mystère et de révéler le nom de la nouvelle maison de repos. Alfred sortit de sa poche l'enveloppe mauve pailletée que Cory lui avait remise auparavant. Il la décacheta doucement, maintenant ainsi le suspense, et surtout l'attention des photographes sur sa personne en ce moment crucial. Il retira lentement le carton de son écrin et pendant un instant, son regard se figea. Il desserra sa cravate bariolée, reprit ses esprits
et divulgua le nouveau nom. Ce sera la jolie passerelle en titanium. Ravissant. Alfred se demandait bien d'où sortait ce nom, et surtout, comment il avait pu en rêver cette nuit. Et il se retourna vers le directeur d'un air interrogateur. Ce dernier précisa qu'une majorité des futurs résidents avaient travaillé dans le domaine de la recherche scientifique et que Cory était une inconditionnelle des livres de fiction futuriste. Au moins, notre résidence fait preuve d'originalité, convint-il. Ah ça, c'est sûr, rétorqua monsieur le maire. Oh, mais ce n'est pas tout. Venez, venez, suivez-moi, entrez découvrir les lieux. Alfred s'exécuta, sa fonction de maire exigeant de visiter des sites allant du plus banal au plus original, voire extravagant pour certains, parfois. Dans l'entrée, pour accueillir résidents et visiteurs, un énorme T-Rex baptisé Dinosaurus surplombait un banc de coin en bois clair. Devant l'air de plus en plus circonspect du premier magistrat, le directeur de l'établissement se sentit obligé de justifier la présence de l'animal préhistorique. « Des scientifiques, vous dis-je » s'exclama-t-il d'un air enjoué et quelque peu gêné. Au bout d'une heure, monsieur le maire décida de stopper le troupeau de personnalités qui l'encadrait pour la visite et manquait de l'étouffer. Je précise qu'Alfred n'est pas très grand et qu'il se sent vite pressé dans un groupe. Il jeta un coup d'œil à sa montre, fit les gros yeux, un signe d'au revoir avec la main et s'éclipsa en narguant un programme chargé, son horloge indiquant déjà 12h30. Alfred rejoignit Marius, toujours garé sur le même emplacement, celui des véhicules d'urgence. Finalement, il se disait qu'avec les similitudes entre cette inauguration et son rêve de cette nuit, il allait peut-être devoir bénéficier de premiers secours psychiatriques. Son chauffeur le conduisit en direction de la mairie, en grillant bien évidemment les feux, avant de le déposer devant l'entrée principale. Alfred grimpa jusqu'à son bureau. Une salade mixte et 2 galettes de maïs, jambon épinard rapportées par Mina l'attendaient sur son sous-main, accompagnées d'une serviette de papier triple épaisseur. Il surveillait sa ligne et surtout son cholestérol. Donc, fini le poulet maillot qu'il affectionnait tant, du moins quand Mina se chargeait du repas. Durant le trajet retour et la pause déjeuner, Alfred eut le temps de repenser à Cory, au nom de la maison de repos et aux dinosaures d'accueil. Il se remémora son rêve étrange et faisait des liens, même si son esprit cartésien se refusait à toute conclusion hâtive. Bah, ce ne sont que des coïncidences, se disait-il, pour se rassurer. Les quelques illusions, ou non, d'Alfred m'auront appris qu'il ne faut jamais se fier à son mental lorsque la destinée vous enjoint de reprendre votre place sur le chemin. Et le mien serait de vous faire découvrir toutes ces belles histoires, sans mourir de faim et de soif, au passage du guet de l'absolue certitude à ce sujet-là, bien précis, de mon apparition sur une étagère de libraire. Alors, chers amis, je vous souhaite une très belle journée en compagnie de votre paix intérieure, pour m'aider, moi aussi, à vous y retrouver.